quand on n'attend rien de l'autre, eh bien, il ne nous manque rien. C'est une phrase que Myriam Seban, mon invitée du jour, m'a prononcée tout à l'heure en préparant l'émission. Je trouve ça très joli et franchement, ça en dit long sur elle. Voilà, 13 ans en Israël, c'est son Alia Story. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est lui. Alors Myriam, bonjour. Bonjour. Bienvenue. J'ai adoré cette phrase. Oui, elle est sortie comme ça, sans réfléchir. Ça vous a aidé à vous intégrer, d'avoir cette conception des choses et des relations ? Oui, mais je pense que j'ai été élevée comme ça. Ah. C'est-à-dire que ne jamais regarder ce que fait l'autre, ne jamais envier, ne jamais attendre de l'autre, être capable de se regarder dans une glace et de faire les choses bien, mais ne pas ni juger l'autre, ni l'envier, ni le regarder. Ça aide à accepter la culture de l'autre, justement, quand on change de pays, comme l'a fait il y a 13 ans. Je crois que c'est aussi, c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est aussi une forme d'intelligence, c'est-à-dire que on peut pas arriver dans un pays en voulant que ce pays fonctionne comme nous on a eu l'habitude de fonctionner. Mais c'est la même chose quand on va vivre aux États-Unis, vivre en Australie, peu importe le pays. Chaque pays a sa culture, a ses codes, a ses règles. Si on vient vivre... Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais en tant que juif, Israël doit s'adapter à chacun de... Je crois pas. Je crois que c'est un pays juif à part entière, mais c'est aussi... Mais être juif, ça veut tout dire et ça veut rien dire. On est juif, mais on est juif ashkénaze, on est juif séfarade. Et puis même quand on est juif ashkénaze et séfarade, il y a des différences. Et que chacun est venu ici avec sa culture et a enrichi ce pays. Je pense que nous, les Français, aujourd'hui, on a apporté beaucoup aussi sur l'éducation, la façon de se comporter, etc. Donc ce pays, il prend tout ce que les autres veulent bien lui donner. Mais il ne faut pas oublier qu'on n'est pas arrivé chez nous en terrain conquis. Et il faut baisser le... Non, il faut s'adapter. Il y a des gens qui vivent ici depuis 60 ans, depuis 70 ans, depuis 80 ans, qui ont créé ce pays avec leur culture, avec leur mode de vie, leur conception. Il faut les respecter. Et il faut les respecter, il faut surtout les accepter. Si on veut habiter ici, il faut accepter comment le pays fonctionne. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé, il y a 13 ans, à passer le pas ? Sincèrement, l'âge de notre fils. Parce qu'on était... Quand j'ai rencontré mon mari, on a tout de suite dit qu'un jour on viendrait vivre ici. C'était une évidence pour lui et pour moi. Mais bon, la facilité financière, on avait tous les deux un bon job, on gagnait tous les deux très bien notre vie, on était très bien installés, donc tout allait bien. Et tous les ans, on venait en vacances pendant un mois et demi ici. Et tous les ans, oui, l'année prochaine on vient, l'année prochaine on vient, l'année prochaine on vient. Et ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Enfin, moi, je viens ici depuis l'âge de 6 mois, parce que ma tante vit ici depuis plus de 50 ans. Donc vous connaissez je connais très bien Israël. Et je venais 2 à 3 fois par an, tous les ans. Vous avez trouvé le pays très changé, j'imagine. Non, parce que finalement, je l'ai jamais quitté. J'y étais tous les ans. Vous avez évolué avec lui. J'ai évolué avec lui. J'ai jamais eu cette sensation de qu'est-ce que ça a changé. J'ai vu l'évolution. Je suis passée des routes Natania Tel Aviv quand je revenais de Pessar, sable, où c'était du sable, et mon oncle rentrait après avoir bu quelques beaux verres de vin pendant le Seder en zigzagant et en chantant des vieilles chansons françaises. Et je me disais, mais comment on a fait pour arriver vers Natania Bat Yam sans accident pendant 15 ans. Et j'ai des souvenirs exceptionnels de ça. J'imagine. Les pastèques sur la route. On partait à 8 à Eilat dans une coccinelle. Oui, là c'est terminé. Bah oui, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'argent pour... C'était Israël je parle de ça il y a 40 ans. Ouais. Donc, et quand il y avait la police, on se couchait, nous les enfants, sur le sol de la coccinelle pour pas que la police voie qu'il y avait 8 personnes. Et mon oncle mesurait le coffre pour remplir la tente, la glacière, le truc. Donc j'ai connu cet Israël-là, et puis donc je savais. D'ailleurs, ma tante a dit quand tu étais petite, tu disais jour, moi quand je serai grande, j'irai vivre en Israël. Mais bon, la facilité de la vie fait que. Et puis un jour, quand mon fils a eu 7 ans, j'ai dit à mon mari, je regarde, si on part pas maintenant, on partira plus. Parce que quand il sera adolescent, il aura ses copains, il aura sa vie, et ça sera compliqué de lui imposer quelque chose qui ne sera pas son choix. Et donc, on a pris 1 an pour tout fermer, tout truc, et on a pris nos valises et on est parti. Et on a tout recommencé. Alors,
c'est émouvant ce que vous racontez. Non, mais c'est vrai parce que c'est rare les gens qui ont connu cet Israël d'avant qui apparemment vous a touché le cœur. C'est pour ça en fait que vous êtes revenu. Vous n'avez pas vraiment eu un élément déclencheur comme certains, mais c'est le seul endroit où je me suis sentie chez moi depuis toujours. Je me suis jamais sentie chez moi en France. Jamais. Et pourtant, il n'y avait pas de raison. C'est encore un problème d'éducation. Okay. Nous, on a été élevés, mon père nous disait, vous n'êtes pas chez vous ici. Vous êtes dans un pays qui vous accueille, qui vous éduque. Donc vous devez vous comporter comme des gens bien, qui suivent les règles, qui vont à l'école. Mais ne considérez jamais que ce pays est le vôtre. Parce qu'on ne vous considérera vraiment il y aura jamais. Toujours un moment où vous considérera pas vraiment chez vous, étranger. Donc, je me suis jamais vraiment sentie chez moi en France. J'ai ma culture, je renie rien. Hein. J'ai ma culture, j'ai fait mes études. J'ai rien. Je n'ai rien à reprocher à la France. La France m'a donné énormément de choses, mais ce n'est pas ma maison. Alors, vous avez fait beaucoup de choses justement en France. Vous étiez commerçante. En fait, vous gériez différentes sociétés. Vous m'avez dit, j'étais plutôt gestionnaire de problèmes que commerçante. Quand on est chef d'entreprise, c'est à peu près quand on est chef de travail qu'on commence à avoir beaucoup de salariés. Combien de salariés vous aviez ? Une vingtaine. Une vingtaine, c'est pas mal déjà. Donc oui, et puis c'est pas un bureau. C'est-à-dire que quand quelqu'un est malade, on se dit la chaise est vide, on perd un peu d'argent, mais la chaise n'est que vide. Dans une boutique, quand quelqu'un est malade, faut le remplacer. Faut le remplacer parce que la boutique ne peut pas fermer à chaque fois que quelqu'un a un petit souci dans sa vie. Donc vous aviez des boutiques de vêtements, vous aviez une chocolaterie, des spas, un spa, donc plein de choses. Et donc vous avez tout laissé tomber pour venir. Ouais. Sans regret. Ah, aucun. Au niveau du niveau de vie, comment ça se passe pour vous ? Ça a été un changement ? Vous avez réussi à maintenir votre niveau de vie ? Non. C'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'on gagne. On va dire qu'à travail égal, on gagne moins bien sa vie. Voilà. C'est-à-dire que à travail égal, on gagne moins bien sa vie. Et puis je crois que quand on vient ici, on a un autre rythme de vie. C'est-à-dire qu'en France, ce qui évidemment fait moins d'argent puisqu'on passe. Je pense qu'on travaille. C'est pas qu'on travaille moins, mais on attache plus d'importance à d'autres choses. Voilà. Et le fait d'attacher, moi, je passe plus de temps avec mes enfants. Parce qu'il y a l'Alia, il a fallu gérer le grand qui devait apprendre l'hébreu, qui aujourd'hui a fini l'armée, qui a été combattant et infirmier, qui aujourd'hui travaille, travaille pour se payer son fameux voyage d'après armée. Donc qui est pas pressé de rentrer, qui va rentrer à l'université, mais qui est pas pressé d'y rentrer. Et ça aussi, ça fait partie des choses auxquelles il faut s'habituer. C'est pour nous qui avons passé le bac, obligatoire tout de suite après on a été à l'université, qu'on s'est même pas dit qu'on avait le droit de réfléchir à ce qu'on voulait faire. D'abord de réfléchir à ce qu'on voulait faire et peut-être de profiter un petit peu de la vie parce qu'après on a moins le temps. Une fois qu'on est marié, qu'on travaille, qu'on a des enfants, on a moins le temps. Et je pense que ça c'est une philosophie, mais pour nous Français. Là, il m'a annoncé, il m'a dit finalement, on va aux États-Unis, parce que je vais un petit peu 2 semaines avec lui aux États-Unis, puis après, il va rester un peu tourné. Il m'a dit, après, je vais finalement aller en Amérique du Sud avec un copain. Je lui dis, mais tu vas quand à l'université ? Il me dit, je sais pas, peut-être l'année d'après. Je lui dis, mais tu auras bientôt 23 ans l'année d'après. Il me dit, et alors ? Et en fait, avec le recul, je me dis, et alors ? Il a raison. Il a raison. Donc ça vous aura appris aussi cet état d'esprit, vous l'aurez. Je suis passée du psychorigide, je suis passée de la mère psychorigide tunisienne à recréer à peu près ce qu'on m'avait appris, à quelqu'un qui dit en fait c'est pas ça la vie. Ouais. C'est pas ça la vie qu'on commence à travailler à 27 ans ou à 28 ans. Finalement, qu'est-ce que ça change ? Ça ne va rien changer. Bon, alors est-ce que vous êtes, vous avez découvert des choses ici ? Est-ce que vous avez... Moi, je crois que la chose la plus importante, c'est que j'ai découvert la bienveillance. Les gens sont d'une bienveillance extraordinaire. J'ai une cliente aujourd'hui, il y a 2 jours, qui m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle est russe. Elle parle un anglais, on dirait qu'elle est née aux États-Unis.
Et je lui dis, mais combien de langues tu parles? Et elle me dit, je parle 5 langues, le russe, le polonais, l'hébreu, l'anglais, je sais plus quoi. Et elle me dit, je parle français, mais je ne l'écris que je ne fais que le lire et l'écrire. Et je ne le parle pas. Je lui dis, tu rigoles? Je dis, à moi, tu parles pas en français, c'est pas très sympa cette histoire. Et elle me dit non, parce que j'ai été en France et les gens me disaient toujours qu'ils me comprenaient pas à cause de mon accent. Et ça, c'est exactement le contraire qu'on vit ici. Ah bah oui. Ici, on fait des fautes. On fait des fautes, on a parle avec des un accent accents français quelle horreur. Au couteau, oui. Qui est, à mon avis, horrible, mais que les Israéliens adorent, exact. Il faut être honnête. Ouais. Et les gens trouvent ça super. Et presque quand on leur dit de nous corriger quand on fait des fautes, ils nous disent « Ah non, moi j'aime bien quand tu fais des fautes. » Et là, on sent la bienveillance. Les gens ne vous jugent pas, ni en fonction de votre statut social, ni d'où vous venez, ni de votre couleur de peau, ni... Vous êtes là, vous faites le job comme tout le monde, vous êtes dans la même truc. Plus que ça n'intéresse personne. Alors, est-ce que vous qui êtes monté sans famille, est-ce que vous avez réussi à vous recréer un environnement amical? Oui, alors je suis pas montée sans famille parce que ça serait pas gentil de dire ça. J'ai ma tante qui vit ici depuis 50 ans et mes cousins, mais disons, mais qui habitent à Batiam, et puis la vie. Mais mes parents, ma sœur sont pas là. La famille proche, le cercle premier. Le cercle premier n'est pas là, et ni pour moi ni pour mon mari d'ailleurs. Et en fait, moi, j'ai découvert l'amitié dans ce pays. J'ai découvert ce que c'était que finalement, on se crée une deuxième famille. Alors c'est vrai que ça paraît, les gens vont dire mais non, les amis c'est pas la famille, ou c'est pas pareil, c'est pas. Et en fait, je crois que si, quand on est dans un pays où on n'a pas les mêmes codes, on n'a pas la même vision des choses, où on vit tous finalement les mêmes difficultés à des stades différents, mais on en est tous à peu près là. C'est une amitié, mais c'est une vraie amitié. C'est une amitié sans fausseté, sans contrepartie, sans... Comment elle s'exprime? Je sais pas, Vous passez les fêtes ensemble? On passe toutes les fêtes ensemble. D'abord, on passe toutes les fêtes ensemble. Moi, j'ai fait depuis quelques années, enfin depuis que je fais l'ALIA, mais depuis que j'ai un cercle d'amis, au fur et à mesure, le cercle d'amis s'est agrandi. Bien sûr. Mais j'avais jamais fait les fêtes chez moi, vu que, comme tout le monde, on faisait chez ses parents, ses grands-parents. Enfin, moi, c'était chez ma grand-mère. Et quand j'ai emménagé en Israël, ma tante, évidemment, nous a invités pour les fêtes. Et j'ai dit non, là, ça y est, je veux faire les fêtes dans ma maison, avec mes coutumes, avec ma cuisine, les fêtes comme faisait ma grand-mère. Et en fait, j'invite tous mes amis ou mes connaissances qui sont seuls, qui n'ont pas leurs parents, qui n'ont pas de famille proche, ou qui ont juste leur mère qui est venue les visiter, ou juste leur père. Et on se retrouve donc avec des tables de 35, des tables de 40 pour les fêtes. Alors chacun participe, c'est sympa. J'en ai une qui m'amène la vaisselle en plastique, l'autre qui m'amène le vin, l'autre qui m'amène le pain, les desserts, parce que je ne fais pas de dessert. Mais par contre, la cuisine, je dis, tu veux pas que je t'amène? Je dis non, ça par contre... Tout ce qui est cuisine, il n'y a personne qui touche, c'est moi qui fais. Et c'est formidable. Et c'est des ambiances surtout. Parce qu'une ambiance familiale, c'est la famille. Ouais. C'est-à-dire... Mais là, ça fait des liens avec son passé, fort. avec son... Là, c'est la famille sans les inconvénients. Sans les inconvénients. Voilà. On va dire sans le backstage. Ouais. Voilà. Parce que dans toutes les familles, il n'y a pas de tension. Il n'y a pas de tension, il n'y a pas de petits pics, il n'y a pas de... Les gens qui sont là, ils sont là parce qu'ils ont envie. Pas parce qu'ils sont obligés d'être là. Exact. Donc ça change tout. Et ça change tout. Et c'est des fous rires, et c'est des rigolades, et des chansons. Des tablées, j'imagine, importantes. Et c'est des tablées énormes. Des tablées, je vous dis, on est des fois 35, des fois 40. L'année dernière, au Rosh Hashanah, je crois qu'on était 45. Une table comme ça qui n'en finissait plus. Et donc, pour passer le truc... J'espère que vous avez un peu d'aide, parce que sinon, ça ne doit pas être... Ah, mais mes copines m'aident. Tout le monde aide. Moi, je fais juste la cuisine, parce que le reste, c'est ma cuisine. J'aime pas, voilà. Bon. Mais sinon, le reste... Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Que ça continue comme ça, d'avoir un peu, voilà, que mon petit business se développe et que je continue à faire ce que j'aime,
et surtout que mes enfants soient en bonne santé et qu'ils réussissent ici et qu'ils soient heureux et qu'ils aient surtout pas envie de repartir. Voilà. Ça c'est un joli message. Alors pour le petit business, on vous recevra une prochaine fois pour en parler puisque vous êtes traiteur familial, on va dire ça. Exact. Comme ça. Merci beaucoup Avec plaisir. Myriam, et à bientôt. Avec plaisir. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'ALIA. Alia Story, c'est vous, c'est nous.